1000 soldats quittent leur poste en une seule décision, tandis que 100 000 hectares surgissent soudain, comme un chiffre impossible à ignorer. La contradiction entre une armée amputée de ses effectifs et une production agricole qui bondit ouvre une brèche inattendue dans la lecture habituelle de la crise burkinabé. Quel sens donner à cette bascule quand Ibrahim Traoré transforme une force de défense en moteur alimentaire national? Et si ce renversement éclair annonçait un avenir que personne n'avait vu venir? L'initiative agricole militarisée se présente comme un pari où chaque avancée matérielle engage directement la stabilité du Burkina Faso. Au cœur de cette équation, la promesse centrale, garantir une autosuffisance alimentaire durable, devient un bénéfice concret de 10 à 12 mots, mesurable dans les hectares défrichés et dans les coopératives qui émergent autour des garnisons rurales. Mais cette promesse n'existe qu'avec une contrepartie évidente. Si la dynamique se brise, l'ensemble du dispositif civilo-militaire risque de s'effondrer sous son propre poids. Les premiers résultats chiffrés montrent une montée en puissance rapide des capacités agricoles. Pourtant, chaque progrès soulève un enjeu plus large, celui de maintenir l'équilibre entre sécurité, production et cohésion sociale dans un Sahel déjà fragilisé par les pressions géopolitiques. Cette tension latente devient le véritable moteur narratif du projet. Plus la production augmente, plus l'exigence de structure, de ressources et de gouvernance rigoureuse se fait sentir. Et une question s'impose alors, légère mais incisive comme un micro-hook. Jusqu'où ce modèle peut-il tenir avant de rencontrer ses propres limites? En 3 mois seulement, plus de 8000 soldats ont été retirés de leurs postes habituels et redéployés dans les zones rurales, révélant une accélération que même les observateurs régionaux n'avaient pas anticipée. Dans le même intervalle, plus de 150 000 hectares ont été sécurisés, défrichés ou mis en culture, un chiffre qui expose l'ampleur réelle d'un basculement rarement vu dans une nation en crise alimentaire. Ce double mouvement, à la fois brutal et méthodique, éclaire l'intention stratégique d'Ibrahim Traoré, qui a choisi de transformer une force de défense en colonne vertébrale productive au cœur d'un Sahel sous tension. Le pays, longtemps dépendant d'aides extérieures et de corridors humanitaires instables, se trouve désormais engagé dans une recomposition profonde où chaque bataillon devient simultanément une unité agricole, logistique et sociale. Les premiers villages touchés par ce redéploiement ont observé un phénomène inattendu. La présence militaire, autrefois perçue comme une manifestation d'urgence sécuritaire, s'est mué en une forme de soutien concret, visible dans les systèmes d'irrigation montés à la hâte dans les coopératives émergentes et dans les premiers sillons ouverts sur des terres longtemps laissées en friche. Au-delà des chiffres, la dynamique repose sur une logique de chaîne causale. La crise alimentaire aiguë a forcé un recentrage des ressources. Ce recentrage a entraîné un redéploiement militaire massif. Ce redéploiement a, à son tour, créé de nouvelles interactions civilo-militaires qui modifient les rapports sociaux dans les zones rurales. Chaque maillon nourrit le suivant, donnant naissance à une stratégie qui dépasse la simple réaction conjoncturelle pour devenir une tentative assumée de reconquête de souveraineté alimentaire. Ce repositionnement, encore fragile, redéfinit aussi la manière dont les communautés rurales envisagent leur avenir. Si les récoltes tiennent leurs promesses, elles pourraient inaugurer un modèle reproductible dans un Sahel où l'insécurité, la sécheresse et la dépendance extérieure ont longtemps rythmé les saisons. Au cœur des premiers villages touchés par l'initiative, un visage s'impose rapidement comme celui de la transition agricole, le sergent Mousseau. Placé à la tête d'une coopérative improvisée dans la région de Koudigouvis, il supervise une équipe de soldats qui n'avaient jamais tenu une houe avant leur redéploiement. Leur arrivée a d'abord suscité de la perplexité, mais l'installation accélérée d'un système d'irrigation rudimentaire a rapidement changé la perception des habitants. Les villageois ont vu, en quelques semaines, les premiers sillons se remplir d'eau. Une image devenue rare après plusieurs saisons de sécheresse. Un second cas vient renforcer cette dynamique. Dans une zone voisine, une unité affectée à la réhabilitation d'un ancien périmètre agricole a réussi à remettre en service un réseau de pompes abandonnées depuis des années. Les civils, curieux puis convaincus, se sont progressivement joints aux travaux,
participant aux semis et partageant leurs connaissances traditionnelles avec les militaires. Cette collaboration inattendue a brisé des barrières tenaces, créant une proximité nouvelle entre deux groupes longtemps séparés par la fonction et la méfiance. Ces impacts précoces, encore limités mais visibles, montrent comment une stratégie militaire peut modifier les interactions quotidiennes dans les zones rurales. Les premiers hectares remis en culture ne sont pas seulement un gain productif. Ils marquent le début d'une cohésion sociale renouvelée, où l'armée cesse d'être perçue comme un simple rempart défensif pour devenir un acteur de soutien local. Ce changement d'attitude, palpable dans les villages, est l'un des signaux les plus sensibles de la mutation engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. On peut alors se demander, une confiance nouvelle commence à émerger. Le déclenchement du projet agricole militaire commence par une série d'ordres brefs et tranchants, transmis aux garnisons rurales, transformant en quelques jours l'organisation interne de plusieurs bataillons. L'effet immédiat se ressent lorsque les camions quittent les casernes, chargés non pas d'armement, mais d'outils, de semences et de matériel d'irrigation destinés aux zones prioritaires. Ce basculement initial, parfois perçu comme abrupt, crée une onde de choc silencieuse à travers la chaîne de commandement, car chaque unité comprend que ses tâches traditionnelles sont suspendues au profit d'une mission inédite. L'activation véritable survient lorsque les premiers détachements atteignent les périmètres agricoles abandonnés. Les soldats installent leur campement, puis se dispersent en équipes serrées pour défricher, creuser, irriguer. Les actions s'enchaînent à un rythme soutenu. Remise en état des pompes, réparation des fossés, déploiement des tracteurs réaffectés depuis les bases logistiques. Dans les villages proches, les habitants observent d'abord à distance cette réorganisation fulgurante. Mais la vitesse du processus finit par créer un point de bascule, lorsque les premières parcelles retournées attirent les agriculteurs locaux qui viennent offrir conseils, aide matérielle ou main-d'œuvre spontanée. C'est là que le projet cesse d'être purement militaire et commence à devenir un effort collectif. Le climax intervient quand les systèmes d'irrigation rapprochés sont activés pour la première fois. L'eau circule dans les rigoles, révélant le potentiel des terres depuis longtemps abandonnées. Cette montée en puissance, visible et mesurable, déclenche une dynamique que les unités n'avaient pas anticipée. Des coopératives naissent presque naturellement autour des zones mises en culture. Les civils organisent l'entretien quotidien, tandis que les soldats assurent les tâches les plus lourdes et la logistique. Les villages autrefois marqués par la pénurie deviennent des laboratoires d'un modèle hybride où chaque geste produit un effet démultiplié. Le rôle de l'armée évolue sur le terrain, passant de force protectrice à agent technique, puis à moteur productif. Dans cette phase haute, la présence d'Ibrahim Traoré se ressent à travers les messages radio, les directives successives et l'insistance sur l'objectif de souveraineté alimentaire. Ces instructions, relayées presque quotidiennement, maintiennent une tension constante. Les résultats doivent être rapides, visibles, reproductibles. Les soldats, conscients de participer à un projet national inédit, intensifient leurs efforts pour accélérer les travaux. Le redéploiement des ressources militaires, carburant, machines, personnel logistique, devient alors un mécanisme central, conçu pour amplifier la productivité des hectares déjà cultivés. Puis vient la Duchamp, une zone intermédiaire où les conséquences du climax se diffusent dans l'ensemble des régions concernées. Les villages commencent à structurer des circuits locaux pour organiser la distribution des premières récoltes. Des, sen- des tensions surgissent aussi. Certaines zones manquent d'eau, d'autres manquent de bras, et des mécanismes de rotation doivent être improvisés pour éviter l'épuisement des soldats. Les autorités locales, parfois débordées, doivent intégrer ces nouvelles entités civilo-militaires dans leur processus administratif. À mesure que les surfaces cultivées s'étendent, les effets secondaires deviennent plus visibles. Hausse de la fréquentation des marchés saisonniers, réouverture de petites infrastructures rurales, retour de familles qui avaient quitté les villages après plusieurs années de sécheresse. Cette progression n'est toutefois pas linéaire. Certaines zones connaissent des retards dus aux difficultés logistiques, à la distance entre les bases et les villages ou à des tensions locales liées à la redistribution des terres. Pourtant, malgré ces obstacles, les premières semaines dessinent une trajectoire cohérente. Le pays se réorganise autour d'un nouveau noyau productif. Le projet, dans son essence, s'impose comme un mouvement continu, un flux
qui avance sans pause, porté par une vision centrale et une ambition revendiquée par Ibrahim Traoré. La situation de départ révèle une dépendance alimentaire élevée, puis les premiers mois montrent un delta mesuré, où la production nationale progresse de manière notable. Cette transition se lit dans les chiffres issus des zones pilotes, lesquels dessinent une trajectoire que les analystes n'avaient envisagée qu'à plus long terme. Le changement n'est pas une simple amplification d'efforts agricoles. Il résulte d'un repositionnement logistique massif, appuyé par les unités opérationnelles redéployées depuis les garnisons du Nord et du Centre. Le premier indicateur clé concerne les 100 000 hectares mis en culture, un volume rarement atteint dans un laps de temps aussi court. Cette valeur illustre l'impact direct du redéploiement militaire, car les soldats ont fourni une main-d'œuvre structurée, capable d'opérer rapidement sur les terrains difficiles et les zones autrefois délaissées. Le second chiffre marquant est la hausse de 23% de la production alimentaire, enregistrée après quelques mois d'activité coordonnée. Cette augmentation reflète l'effet combiné des systèmes d'irrigation restaurés, de la mise en culture continue et de la participation des coopératives récemment constituées autour des unités militaires. Le troisième indicateur, moins médiatisé mais tout aussi central, montre que 18% du carburant militaire a été réaffecté aux opérations agricoles. Cette redistribution met en évidence un arbitrage logistique assumé dans lequel les priorités énergétiques ont été réorientées vers les machines agricoles et les convois d'approvisionnement. Prises ensemble, ces trois mesures forment un socle qui permet d'évaluer la faisabilité du modèle à court terme. Elles ne se limitent en fait pas à représenter des volumes ou des pourcentages. Elles traduisent la capacité du dispositif civilo-militaire à absorber une réorganisation stratégique profonde tout en produisant des résultats tangibles. Les coopératives, qui émergent progressivement autour des périmètres les plus actifs, tirent parti de ces gains quantitatifs pour structurer des équipes mixtes chargées du suivi technique et de la planification saisonnière. Dans plusieurs localités, les comités villageois ont même mis en place des registres de suivi permettant de consigner les rendements, les besoins en eau et les ajustements logistiques nécessaires pour maintenir la cadence. Cette consolidation technique est soutenue par les infrastructures reprises ou reconstruites. Les anciens réservoirs d'eau longtemps inutilisés sont remis en service grâce à la coordination entre militaires et civils. Les circuits de distribution interne sont simplifiés pour réduire les pertes post-récolte, autrefois fréquentes dans les zones éloignées des centres de stockage. La présence continue des unités logistiques offre également une sécurité accrue aux convois transportant semences, engrais ou pièces mécaniques. Ce filet organisationnel limite les interruptions qui, auparavant, ralentissaient les cycles de culture. Un autre élément non négligeable est l'effet multiplicateur observé dans les zones où les coopératives fonctionnent depuis plus de 2 mois. Les habitants, encouragés par la stabilité retrouvée, s'investissent davantage dans les activités communes. Ils mobilisent des savoir-faire agricoles traditionnels qui complètent les méthodes standardisées introduites par les unités militaires. Cette hybridation des pratiques contribue à renforcer l'efficacité générale du dispositif. À travers ces données et ces ajustements opérationnels, le projet se dote d'une base mesurable qui dépasse la simple intention politique. La question centrale, celle qui s'imposait dès les premières semaines de redéploiement, trouve ici un début de réponse chiffrée. Une réorganisation militaire peut-elle réellement générer une dynamique agricole durable? Les premiers résultats indiquent que le modèle fonctionne, mais qu'il reste vulnérable aux aléas climatiques, aux retards logistiques et aux tensions locales liées à la redistribution des ressources. La poursuite du projet dépendra de la capacité à stabiliser ces mécanismes quantitatifs et à transformer ces gains initiaux en leviers de continuité. Le premier argument d'effort en faveur du modèle repose sur son efficacité immédiate. Les partisans soulignent que l'intégration des unités militaires dans l'agriculture a permis de surmonter en quelques mois des obstacles qui paralysaient les chaînes de production depuis des années. Ils avancent que la disponibilité des soldats, leur discipline opérationnelle et leur capacité logistique offrent une réponse rapide à des besoins urgents, là où les dispositifs civils s'essoufflaient sous le manque de moyens. Selon eux, les infrastructures remises en service, les hectares remis en culture et l'augmentation rapide de la production montrent qu'un cadre militaire peut agir comme un catalyseur, surtout dans un contexte de crise où les délais courts déterminent la survie alimentaire.
Cette position défend l'idée qu'en période d'urgence, un appareil centralisé et structuré est capable d'accélérer la transformation, de coordonner les ressources et de réduire les pertes qui affaiblissaient les filières rurales. Le second argument, critique, pointe des risques structurels plus difficiles à ignorer. Pour ceux qui doutent du modèle, la militarisation de l'agriculture pourrait fragiliser les institutions civiles en créant une dépendance à une force dont la mission première n'est pas la production mais la sécurité. Il rappelle que la réaffectation de carburant, d'équipements et de personnel peut entraîner à long terme des tensions internes et si les besoins de défense redeviennent prioritaires. Les sceptiques soulignent également que la centralisation excessive peut limiter la capacité d'innovation, empêcher l'essor de filières privées et réduire la diversité des acteurs nécessaires à une économie agricole saine. À leurs yeux, le succès initial ne garantit pas la durabilité, et le modèle pourrait atteindre un point de saturation si les ressources logistiques s'épuisent ou si les unités doivent être redéployées ailleurs. La réponse la plus solide à ces deux camps s'appuie sur les données observées jusqu'ici. Les résultats tangibles, remise en culture de vastes superficies, hausse nette de la production, fonctionnement des coopératives locales, montrent que le modèle répond efficacement aux besoins immédiats, tout en créant un socle civilo-militaire capable de soutenir la continuité. Cependant, ces données soulignent aussi une limite. Le système fonctionne parce que les ressources sont disponibles et concentrées. Sa réussite future dépendra de la capacité à transférer progressivement les responsabilités aux structures civiles et à garantir que les premières avancées deviennent des mécanismes stabilisés plutôt qu'un élan ponctuel. Tout bascule plus vite que prévu. Dans plusieurs régions, les relevés hebdomadaires montrent une accélération inattendue. Non seulement les sols remis en culture gagnent en rendement, mais les coopératives commencent à structurer leurs propres circuits d'approvisionnement, réduisant la pression sur les unités militaires. Cette évolution, encore discrète mais mesurable, crée un point charnière où le projet cesse d'être une simple réponse à l'urgence alimentaire pour devenir un mécanisme capable de se maintenir sans supervision constante. Les comités villageois, désormais mieux organisés, prennent en charge la répartition du matériel, la gestion des parcelles et l'entretien des équipements restaurés. Cette autonomie naissante crée une rupture dans la trajectoire initiale. Les soldats ne sont plus les moteurs principaux, mais les appuis techniques d'un système qui commence à respirer seul. Pourtant, cette avancée repose directement sur l'impulsion décisive d'Ibrahim Traoré, dont les directives successives ont imposé rythme, cohérence et cadre opérationnel. Le midpoint révèle ainsi une tension nouvelle. Si les communautés gagnent en indépendance, le modèle demeure fragile, dépendant d'une coordination continue et d'une stabilité logistique que rien ne garantit durablement. La prochaine phase exigera donc un équilibre délicat entre accompagnement militaire et transfert progressif vers les structures civiles, faute de quoi les gains actuels pourraient se dissiper aussi vite qu'ils sont apparus. Les effets de l'initiative se manifestent d'abord chez les ménages, où la hausse de 23% de la production alimentaire commence à stabiliser les prix des denrées de base. Dans plusieurs villages, les familles signalent une diminution des périodes de rupture de stock autrefois fréquentes en fin de saison sèche. Les marchés hebdomadaires, mieux approvisionnés, réduisent la dépendance aux importations irrégulières qui fragilisaient les budgets domestiques. Cette amélioration, encore fragile, montre que la disponibilité accrue des récoltes agit comme un tampon contre les chocs alimentaires récurrents. Les coopératives locales, désormais capables d'organiser leurs flux, permettent d'étendre cette stabilité aux zones isolées, un point crucial dans un pays où le transport reste souvent imprévisible. Pour les Doan Nghiep opérant dans les filières agricoles, l'impact se traduit par une réactivation des circuits d'achat et de transformation. Les petites unités de décortiquage ou de stockage, longtemps ralenties, voient affluer des volumes plus réguliers, facilitant la planification des cycles d'activité. Certaines micro-entreprises rurales profitent du retour des surfaces cultivées pour investir dans des équipements légers, encouragés par la présence constante des unités logistiques. Cette dynamique offre un début de consolidation pour les acteurs privés qui avaient perdu une grande partie de leur capacité opérationnelle. Elle montre aussi que la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré génère des effets secondaires positifs dans l'écosystème économique local. Chez les Nongdan, les transformations sont encore plus visibles.
Les agriculteurs bénéficient d'un accès élargi à l'assistance technique, en particulier dans les zones où les systèmes d'irrigation ont été remis en service. Les échanges quotidiens avec les soldats permettent de partager des techniques traditionnelles et d'adapter euh, les méthodes standardisées introduites par les unités militaires. Cette hybridation des savoir-faire augmente la résilience des cultures, notamment dans les régions confrontées à la sécheresse chronique. Les rendements plus réguliers encouragent également certains agriculteurs à reprendre des parcelles abandonnées, créant une dynamique de réappropriation progressive des terres. Cette évolution réduit la perception de dépendance aux structures extérieures, un facteur essentiel pour la confiance rurale. Au niveau Krou-Kouvuk, l'impact dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les observateurs du Mali, du Niger et du Tchad suivent de près ce modèle civilo-militaire, intéressés par les résultats rapides obtenus dans un contexte de pression géopolitique intense. La transformation de 100 000 hectares en zone productive devient un cas d'étude régionale, alimentant les discussions sur la souveraineté alimentaire au Sahel. Cette expérience burkinabé interroge aussi la capacité des armées voisines à réorienter une partie de leurs ressources sans compromettre leur mission première. Dans ce cadre élargi, la démarche d'Ibrahim Traoré crée un précédent, à la fois inspirant et contraignant, car elle invite d'autres États à évaluer leur propre marge de manœuvre. Ces quatre dynamiques, ménages, entreprises, cultivateurs et régions, composent un faisceau d'effets concrets qui confirme l'ampleur du projet. Elles montrent que l'initiative dépasse largement son objectif initial pour devenir un levier structurant de stabilité dans un environnement où chaque progrès reste exposé aux aléas climatiques, logistiques et politiques. Dans les mois à venir, l'évolution du projet pourra suivre trois trajectoires distinctes, chacune influencée par la disponibilité des ressources, la stabilité locale et la capacité des structures civiles à prendre le relais. Ces scénarios n'annoncent ni certitude ni catastrophe. Ils tracent plutôt trois lignes d'horizon permettant d'anticiper ce que les dynamiques actuelles pourraient engendrer si elles se prolongent ou se fracturent. Dans un premier scénario, dans cette configuration, la production alimentaire continue de croître mais à un rythme plus modéré que celui observé lors des premiers mois. Les coopératives renforcent leurs capacités, les circuits de distribution deviennent plus réguliers et les systèmes d'irrigation maintiennent un fonctionnement acceptable malgré quelques interruptions saisonnières. Les soldats demeurent impliqués, mais leur présence se concentre davantage sur le soutien technique plutôt que sur l'exécution directe. Le pays parvient à réduire sa dépendance à l'aide extérieure, sans toutefois atteindre une autonomie complète. Ce scénario reste plausible si les ressources logistiques sont stabilisées et si l'organisation civilo-militaire conserve sa cohérence interne. Dans une perspective optimiste, la dynamique s'accélère au-delà des attentes initiales, stimulée par un afflux de capitaux privés et l'introduction progressive d'innovations agricoles. Les coopératives gagnent en autonomie, investissent dans des équipements supplémentaires et diversifient leur culture pour mieux se protéger des fluctuations climatiques. Les infrastructures d'irrigation modernisées permettent d'augmenter les rendements, tandis que des partenariats régionaux encouragent l'échange de techniques et de ressources. Dans cette perspective, le pays pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire au Sahel, réduisant drastiquement sa vulnérabilité économique et renforçant son influence auprès de ses voisins. Dans un scénario plus sombre, plusieurs facteurs internes et externes pourraient perturber la trajectoire actuelle. Tensions locales, crise climatique, pénurie de carburant ou redéploiement des unités militaires vers des zones sensibles. Les systèmes d'irrigation se dégradent faute d'entretien, les coopératives perdent en capacité organisationnelle et les rendements replongent vers des niveaux insuffisants. Un retour à la dépendance humanitaire redeviendrait probable si les structures civiles ne sont pas en mesure de compenser l'affaiblissement du soutien militaire. Dans ce cas, les avancées observées risqueraient de se dissiper, laissant place à une fragmentation du modèle. Entre ces trois lignes de projection, une même recommandation s'impose. Penser en termes de transition plutôt que de rupture afin de consolider les acquis et réduire les vulnérabilités. Pour le groupe A, composé de ceux qui vivent au quotidien les conséquences des fluctuations alimentaires, l'initiative représente avant tout un soulagement concret. Les familles qui avaient pris l'habitude de limiter leurs repas en période sèche constatent que les marchés locaux sont mieux approvisionnés et que les prix, bien que toujours instables, deviennent moins imprévisibles.
Cette amélioration progressive transforme la manière dont ces ménages envisagent la saison à venir, non plus comme une succession d'incertitudes, mais comme une période où l'effort collectif rend les chocs moins brutaux. L'impact est tangible, car chaque récolte régulière réduit la pression psychologique que la pénurie imposait depuis des années. Le groupe B, constitué des acteurs économiques et des travailleurs ruraux, perçoit une dynamique différente. Pour eux, le projet crée de nouvelles marges d'activité. Les petits transformateurs voient les volumes se stabiliser, les transporteurs trouvent davantage de circuits internes actifs et les coopératives relancent des emplois saisonniers. Ces effets offrent un regain de confiance à ceux qui hésitaient encore à investir dans les filières agricoles locales. La présence continue d'équipes organisées, même si elle évolue, rassure et permet de planifier davantage qu'auparavant, un élément essentiel pour relancer une économie rurale restée longtemps en sommeil. Le groupe C, plus large, regroupe les jeunes, les étudiants, les travailleurs urbains et tous ceux qui observent le projet sans y participer directement. Pour eux, l'initiative devient un signal, celui d'un pays qui cherche à se redéfinir par une action collective structurée. Les plus jeunes y voient un modèle différent de ce qu'ils ont connu, un exemple où l'effort commun peut produire des résultats visibles en quelques mois et non en plusieurs années. Cette perception, encore en formation, contribue à renforcer une forme d'engagement symbolique où chacun se projette comme potentiel acteur d'une transformation plus vaste. Au croisement de ces trois groupes, une certitude s'impose. L'évolution du projet façonne autant les conditions matérielles que la manière dont les citoyens imaginent leur avenir commun. La poursuite du projet exige une feuille de route précise, pensée pour stabiliser les acquis tout en réduisant la dépendance aux ressources militaires. La première étape consiste à formaliser les coopératives mixtes afin qu'elles puissent fonctionner même lorsque les unités seront redéployées ailleurs. Cette consolidation requiert la mise en place de comités de gestion incluant civils et soldats, chargés de suivre les parcelles, d'organiser les rotations de main-d'œuvre et d'assurer l'entretien des équipements remis en service. Ce cadre doit permettre aux communautés locales de prendre progressivement possession de la structure opérationnelle mise en place grâce à l'impulsion d'Ibrahim Traoré. La deuxième étape vise à renforcer les infrastructures agricoles. Les réseaux d'irrigation doivent être modernisés pour supporter plusieurs cycles de culture et des stocks de pièces détachées doivent être constitués pour éviter les interruptions observées lors des premières semaines. L'introduction progressive de techniques adaptées, contrôle de l'humidité, optimisation des semences, mécanisation légère, permettra d'augmenter les rendements sans multiplier les besoins énergétiques. La troisième étape concerne la diversification des cultures. Il s'agit de réduire la dépendance à quelques variétés dominantes en introduisant des cultures de rente et des produits adaptés aux sols locaux. Cette diversification renforcera la résilience économique des villages et permettra de stabiliser les revenus même lors des périodes de sécheresse. La quatrième étape repose sur l'implication accrue du secteur privé. Des partenariats ciblés devront financer l'achat de matériel, soutenir la logistique et créer des débouchés régionaux. Ces collaborations, encadrées de manière transparente, peuvent accélérer l'ancrage économique du modèle en réduisant la charge pesant sur les unités militaires. Enfin, une cinquième étape vise à former durablement soldats et civils afin de créer une main-d'œuvre capable de gérer de manière autonome les parcelles, les stocks, les circuits d'irrigation et les mécanismes coopératifs. Cet investissement humain constitue la clé pour que le modèle, amorcé sous la direction d'Ibrahim Traoré, devienne un système stable plutôt qu'un élan ponctuel. Dans les plaines de Koudigouviz, le sergent Mousseau marche de nouveau entre les sillons qu'il avait ouverts dans les premières semaines du projet. Les mêmes gestes qu'autrefois, vérifier l'humidité du sol, ajuster la pression d'une pompe, guider quelques volontaires, prennent aujourd'hui une signification différente, car ils témoignent d'un chemin parcouru, bien au-delà de ce que beaucoup imaginaient. Là où l'incertitude dominait, les coopératives entretiennent désormais les parcelles avec une assurance nouvelle, comme si les villages avaient peu à peu apprivoisé une aventure qu'ils jugeaient lointaine. Ce décor, presque inchangé mais désormais animé par une cohésion visible, rappelle la portée des décisions qui ont redéfini la place de l'armée dans les campagnes. À travers les efforts collectifs, la vision instaurée par Ibrahim Traoré se transforme en un ensemble de pratiques qui ancrent le projet dans la durée. Le retour discret de Mousseau dans ce rôle de guide local cristallise ce lien tissé entre soldats et civils,
un lien que les premières récoltes ont rendu concret, presque palpable dans la routine quotidienne des villages. Le moment le plus fort tient dans cette impression simple. Chacun semble reconnaître sa part dans ce qui se construit. Les habitants ne se contentent plus d'observer. Ils participent, organisent, transmettent. Et l'armée, loin de s'effacer, adopte une place différente, plus proche, plus intégrée, façonnant un modèle où la solidarité devient une ressource autant qu'un objectif. En somme, la cohésion nourrit la stabilité. Dans un pays où chaque saison impose ses propres incertitudes, l'initiative portée par Ibrahim Traoré rappelle que la souveraineté alimentaire n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi une construction collective. Les villages qui ont vu naître les premières coopératives montrent qu'un modèle peut évoluer lorsque chacun accepte d'y prendre part, qu'il soit soldat, agriculteur, commerçant ou simple habitant observant les transformations autour de lui. Cette dynamique, fragile mais bien réelle, souligne que les progrès les plus solides naissent souvent de gestes simples, répétés et partagés. Si vous suivez cette histoire, c'est peut-être que vous percevez aussi ce mouvement qui façonne le Burkina Faso d'aujourd'hui. Vous pouvez participer en soutenant les initiatives locales, en relayant les informations fiables